Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 15 octobre. Nouvelle violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste dans la bande de Gaza à l'heure où le plan de Donald Trump entre dans sa deuxième phase. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf prend part à Kampala en Ouganda à la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés et remet au président ougandais Yoweri Museveni une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu voit la perspective de la censure s'éloigner. Or, les tensions politiques sont loin d'être retombées. Les parlementaires s'apprêtent à plonger dans des débats budgétaires qui promettent d'être épiques. Des victoires, ça se fête. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une cérémonie en l'honneur de nombreux athlètes algériens ayant brillé dans leurs disciplines respectives. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a une nouvelle fois violé l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, et ce au 6e jour de son entrée en vigueur, en bombardant plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Cela est arrivé alors où le plan de Donald Trump entame sa deuxième phase. Et alors que l'entité sioniste maintient le suspense sur l'ouverture du point de passage de Rafah, essentiel à l'acheminement des aides humanitaires, l'autorité palestinienne a affirmé être disposée à assumer sa gestion. Rafah est une affaire palestino-égyptienne. De toute évidence, Israël occupe actuellement Rafah. Une entente a été conclue en 2005, connue sous le nom d'accord sur l'accès et de circulation, qui impliquait la présence de la police européenne, de la police de l'autorité palestinienne ainsi que des autorités égyptiennes. Il y avait donc trois parties, l'Égypte, la Palestine et la police européenne. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous engager et nous avons informé toutes les parties de notre disponibilité à faire fonctionner à nouveau le point de passage de Rafah. Le cessez-le-feu a mis fin à l'agression génocidaire de l'entité sioniste qui a duré 735 jours, mais la crise humanitaire perdure à Gaza, tout comme les risques que représentent les munitions non explosées pour les déplacer. D'ailleurs, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA tire la sonnette d'alarme. Au 6e jour de la proclamation du cessez-le-feu à Gaza, les Palestiniens manquent encore cruellement de toutes les commodités de base. 2 ans de guerre génocidaire privent notamment tout un peuple de ses sources de revenus. Il n'y a pas de travail, pas de nourriture, pas de boisson, pas de logement. Et maintenant, l'hiver arrive. Par Dieu Tout-Puissant, je vous le dis, je vous jure, nous n'avons pas de couverture. Je n'ai rien du tout. Je suis parti et ma maison a été détruite et je suis toujours dans la même situation. Et maintenant, nous souffrons. Où sommes-nous censés vivre? Où sommes-nous censés aller? Que sommes-nous censés faire? Nous sommes environ 36 ici. Moi, mes petits-enfants, mes belles-filles et mes enfants. Et nous ne savons pas où aller, ni vers qui nous tourner. La situation est mauvaise, notre situation est tout à fait tragique. Nous sommes rentrés chez nous dans le quartier d'At-Toufah et avons découvert qu'il n'y avait pas de maison du tout, qu'il n'y avait pas d'abri, rien. Nous nous réveillons le matin et cherchons une gorgée d'eau à boire. Si nous voulons manger, il n'y a pas d'argent et pas de travail à faire. Ce n'est pas une vie. Et aujourd'hui encore, il
parlent de retrait, mais ils ne se sont pas retirés. Ce ne sont que des mensonges. Quand nous sortons, ils nous tirent dessus. Nous voulons juste nous approvisionner pour l'hiver. Le froid arrive et il n'y a rien du tout, pas une seule chose. Nous n'avons personne d'autre que Dieu. Pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Aucune des nécessités de la vie. Je rentre chez moi, mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas exactement où aller. Je sors simplement faisant confiance à Dieu pour rendre les choses plus faciles. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 25 martyrs ainsi que 35 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que depuis le 7 octobre 2023, le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 67 938 martyrs et 170 169 blessés. Et en solidarité avec le peuple palestinien, des étudiants de l'université américaine Hofstra ont organisé une grande marche partie de Times Square à Manhattan en direction du siège des Nations Unies à New York pour réclamer notamment la fin du blocus sioniste imposé à la bande de Gaza. La marche était intitulée Student Voices for Palestine, voix des étudiants pour la Palestine. Et en Espagne, une grève générale et des manifestations ont été organisées ce mercredi à l'appel des principaux syndicats ouvriers et étudiants en protestation contre le génocide sioniste perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Les participants réclament notamment la rupture de toute forme de relation avec l'entité sioniste. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont appelé le plan de Trump, qui consiste essentiellement à collaborer une fois de plus avec le génocide. Cela oblige les Palestiniens à accepter le plan de Netanyahou. Ma conscience ne me permettait pas d'être à la maison. Il a fallu tellement de temps. Cela fait 2 ans que les gens se mobilisent et disent arrêtez le génocide. L'Espagne devrait couper ses liens économiques et diplomatiques avec Israël. Ils disent des mots gentils, mais tant que nous ne rompons pas les liens, Israël continuera à faire ce qu'il veut. Je vous en parlais en titre, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi à Kampala, en Ouganda, à la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président ougandais Yoweri Museveni, président en exercice du mouvement des non-alignés. À cette occasion, le ministre algérien des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie valorisait ce qui est mentionné dans les documents finaux de la réunion concernant la question palestinienne en particulier, soulignant la nécessité de consolider l'accord de cessez-le-feu à Gaza. L'Algérie valorise ce qui est mentionné dans les documents finaux de notre réunion concernant la question palestinienne en particulier, ainsi que la question de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient en général. Le peuple palestinien vit aujourd'hui avec 2 espoirs, un espoir plus petit et un espoir plus grand. Le plus petit espoir est la consolidation de l'accord de cessez-le-feu avec le respect et la réponse effective aux besoins urgents de nos frères à Gaza. Le plus grand espoir est de choisir cette étape pour un nouveau processus politique dont la priorité est de traiter le cœur du conflit, à savoir la fin de l'occupation des terres palestiniennes et arabes et l'accélération de l'établissement d'un État palestinien indépendant, souverain, comme solution juste, permanente et finale au conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, Ahmed Attaf a souligné l'importance historique du sommet de Bandung qui aura permis d'inscrire la cause de libération de l'Algérie à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Algérie n'a pas oublié et n'oubliera jamais que sa propre cause de libération
a trouvé dans le sommet de Bandung sa légitimité et qu'elle a eu l'immense privilège d'être la première cause de décolonisation inscrite directement à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. En nous souvenant de la solidarité de nos frères et amis à notre égard, nous saluons la fidélité de notre mouvement aux principes, à l'esprit et aux aspirations de Bandung. Nous saluons également son attachement constant et inébranlable aux causes de libération à travers le monde, ainsi que son appel sincère à une réforme globale du système de gouvernance internationale dans tous ses aspects économiques, politiques, monétaires et commerciaux. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Ouganda, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce mercredi à Kampala par le président ougandais, Yoweri Museveni. À cette occasion, le ministre d'État a remis au président ougandais une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il lui a transmis ses salutations fraternelles et sa profonde considération pour les efforts qu'il a consentis au service du continent africain et en assumant la présidence du mouvement des non-alignés, tout en lui réitérant la volonté du président algérien de continuer à œuvrer ensemble au renforcement des relations entre les deux pays. De son côté, le président Yoweri Museveni a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses chaleureuses salutations à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, tout en exprimant sa grande fierté de leur engagement constant à raffermir les relations algéro-ougandaises et leur volonté permanente et ferme de contribuer conjointement à défendre les intérêts et les priorités du continent africain en particulier et les intérêts et les priorités des pays en développement en général. Cette rencontre a permis d'évoquer la dynamique croissante marquant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda sous leurs différents aspects et dimensions, en réaffirmant l'aspiration des dirigeants des deux pays à réaliser davantage d'acquis sur la voie de la promotion de ces relations au plus haut rang, digne de sa place historique et de son potentiel riche et prometteur. Et l'Algérie a réagi aux propos du ministre des Affaires étrangères du régime putschiste du Mali visant l'Algérie à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Un droit de réponse dans lequel on peut lire que l'un des porte-voix de la junte qui sévit au Mali s'est permis quelques remarques autant désobligeantes qu'infondées à l'égard de l'Algérie. Il aurait été peut-être plus approprié de répondre à ces remarques par le silence méprisant qu'elles méritent. Il s'agit là de mensonges et hontés et de contre-vérités qui ne se donnent même pas la peine de se parer de la vraisemblance. Et de fait, les putschistes de Bamako sèment des mensonges de plus en plus grossiers au gré de leurs déconvenus et de leurs échecs qui se multiplient et montent en cadence. Cependant, cette assemblée respectable a le droit de connaître ce qui se passe réellement au Mali et que les putschistes s'emploient désespérément à cacher au Mali. Il y a une junte qui a commis un changement inconstitutionnel qui lui vaut sa mise au banc de l'Union africaine. Cette junte n'a qu'une obsession, celle de s'absoudre de tous ses échecs, et ces échecs ne se comptent plus, et en faire porter la responsabilité à d'autres. C'est la bonne vieille stratégie du bouc émissaire que les putschistes de Bamako remettent au goût du jour sans beaucoup de succès, il faut bien le dire. Né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés a regroupé des voix fortes, engagées au service des peuples en lutte pour leur indépendance. Un mouvement qui conserve aujourd'hui toute son importance dans un contexte de conflit hégémonique. Imen Merad. C'est aujourd'hui à Kampala que s'ouvre un sommet aux allures de résurrection diplomatique, dans un monde où les relations internationales sont en proie à de grands bouleversements. Le mouvement des non-alignés, créé il y a plus de 60 ans par les jeunes nations à peine indépendantes, avec pour objectif d'équilibrer les relations internationales déjà en proie de guerre d'influence menées par les puissances de l'époque, à savoir les USA et l'URSS.
Dans un contexte de grands bouleversements et retour aux luttes hégémoniques des puissances ou encore des rivalités croissantes entre Washington, Pékin et Moscou, les pays du Sud refusent d'être de simples spectateurs. Ils revendiquent désormais une place à la table des décisions mondiales. Autour de la table, plus de 120 délégations venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du monde arabe. Toutes partagent un même diagnostic. Le système international est injuste, déséquilibré et trop souvent imposé par les grandes puissances. À Kampala, les débats portent sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, la crise climatique, la dette et la transition énergétique, autant de questions au sujet desquelles les pays du Sud veulent désormais être entendus et non plus marginalisés. En pleine recomposition géopolitique, le mouvement des non-alignés cherche à redevenir un acteur central du monde multipolaire. Et aujourd'hui à Kampala, le message est clair, le Sud global ne veut plus être une force d'appoint, mais une force d'équilibre. Dans l'actualité aussi, le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables, Morad Adjel, a été reçu ce mercredi à Maputo par le président mozambicain Daniel Francisco Chapou dans le cadre de la visite qu'il effectue dans ce pays chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au titre du suivi de la feuille de route relative au programme de coopération bilatérale. À cette occasion, le ministre a adressé au président du Mozambique les salutations du président algérien, soulignant que cette rencontre intervenait dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la visite de travail effectuée par le président Chapou en Algérie en septembre dernier, lors de laquelle les moyens d'imprimer une nouvelle dynamique de partenariat prometteuse entre les deux pays avaient été examinés. Dans le chapitre coopération, toujours, la commission sécuritaire mixte algéro-espagnole a tenu ses travaux à Madrid, en Espagne, dans le cadre de la poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux pays, en application de l'accord bilatéral signé dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Les représentants des deux pays ont examiné les moyens de renforcer la coopération et la coordination sécuritaire bilatérale et les questions liées au programme de formation et à l'échange d'expertise en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le domaine de la lutte contre la fraude aux documents de voyage. Les deux parties ont également abordé les voies de lutte contre l'immigration clandestine. Allez, direction la France, au lendemain de la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre français Sébastien Lecornu voit la perspective de la censure s'éloigner. Or, les tensions politiques sont loin d'être retombées. Les parlementaires s'apprêtent à plonger dans des débats budgétaires qui promettent d'être épiques. Leïla Gertal. Lecornu est revenu sur sa décision qui n'est en fait pas la sienne, a fait un petit pas en arrière, lui qui jurait de ne pas en faire. Cela fait beaucoup pour un Premier ministre qui lançait un véritable bras de fer avec son peuple et le mouvement de contestation que sa politique et celle de celui qui l'a désigné a engendré. Bon, le gouvernement actuel semble ne pas aller vers la censure, donc ça c'est quand même quelque chose d'inédit, il faut le dire. Hein. Néanmoins, on n'est pas sûr non plus que le gouvernement passe Noël. Hein. Les motions de censure spontanée peuvent aussi totalement apparaître au gré des différents débats. Donc je serai assez attentif. Reconduit par Macron, faute d'homme intègre, à la tête du gouvernement, Lecornu annonce suspendre la réforme historique et controversée des retraites. Certes, il a évité le pire au gouvernement en l'épargnant d'un énième effondrement, mais il ne fait pas de doute qu'il s'agit là d'un recul majeur pour Macron car cela affaiblit de facto son leadership, selon les avertis. Les Français sont dans une très large majorité conscient que le système actuel n'est pas viable. Donc il faut effectivement aller vers une réforme de ce système-là. Maintenant, effectivement, c'est quels seront les contours de cette réforme. Moi, je pense que les partis politiques pendant l'élection présidentielle vont surtout tabler pour un certain nombre d'entre eux sur un changement complet du système.
Arrachée au forceps, cette décision survient suite à la pression des législateurs de gauche prêts à sceller une alliance contre nature avec l'extrême droite et pourquoi pas l'extrême gauche pour le faire tomber. Bref, autant de pression qui ne démontrent qu'une chose, la fragilité d'un gouvernement qui joue sa survie à coups de marchandage et que cette réforme qui fait passer les retraites de 62 ans à 64 ans n'est que la partie apparente de l'iceberg qui cache un malaise social de plus en plus profond. Le recul de Le Cornu et par ricochet donc de Macron signifie une chose évidente d'emblée et que Macron a brillé non pas par sa mauvaise gestion seulement, mais surtout par son manque de vision politique pour son pays. Coopération russo-syrienne. Le président russe Vladimir Poutine a félicité ce mercredi le président syrien Ahmad Shara pour la tenue d'élections parlementaires plus tôt ce mois-ci et a affirmé que Moscou était prête à renforcer ses liens avec Damas. Le président russe s'est exprimé lors d'une rencontre avec son homologue syrien au Kremlin. La Russie est prête au dialogue sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le vice-premier ministre russe Alexander Novak lors d'un forum sur l'énergie à Moscou, soulignant que la demande mondiale en énergie augmentait. Et dans ce contexte, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a reconnu ce mercredi à Moscou que son pays souffrirait s'il était coupé de l'énergie russe. Parlons sport à présent des victoires. Ça se fête. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mercredi à Alger une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo et aux championnats arabes de basketball au Bahreïn, ainsi que de l'équipe nationale de football qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de cadres supérieurs et de représentants de la communauté sportive. Au terme de la cérémonie, le président algérien a pris une photo souvenir avec les athlètes algériens honorés. Voilà, donc on peut revoir le président algérien Abdelmadjid Tebboune féliciter les athlètes algériens en les honorant au Palais du Peuple lors d'une cérémonie. Il s'agit des athlètes algériens médaillés aux championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo et aux championnats arabes de basketball au Bahreïn, ainsi que de l'équipe nationale de football qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. La cérémonie, je vous le rappelle, s'est déroulée au Palais du Peuple à Alger. Ouais, très heureux d'être ici. C'est une immense fierté, un honneur d'être accueilli ici par le président. Et franchement, je suis très content pour la réception, pour la qualification. Hier, on a été accueillis aussi par le peuple algérien et franchement, c'est une fierté pour nous et pour tout le peuple algérien. Ça fait plaisir d'être venu, c'est un honneur. Et de le voir en vrai, de le saluer et tout, c'est un grand honneur pour moi et un plaisir. Ouais, ça c'est un stade plein, l'ambiance, voilà, magnifique, tout était magnifique. Et ça fait plaisir de voir des ambiances comme ça. C'est une fierté pour moi d'être là, de pouvoir rencontrer le président de la République. C'est vraiment un grand jour, donc on est tous contents d'être là, en plus avec une qualification pour la Coupe du Monde, donc on est très contents. En football, et comme vous le savez certainement, l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 avant même son dernier match de qualification disputé hier face à l'Ouganda, remporté par les Verts de buts à 1, terminant ainsi son parcours en beauté, un parcours retracé par Faisal Salah. Parcours légendaire. Les Verts nous ont rendus fiers. Une sélection
une famille, tous unis. Ils n'ont épargné aucun effort pour mouiller le maillot de l'Algérie. Avec l'art et la manière, l'Algérie est qualifiée pour la 5e fois de son histoire à la Coupe du Monde. La première avec 48 équipes. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont assuré couler la sueur de leurs adversaires sur chaque action, chaque duel, chaque minute de jeu, chaque accélération, chaque but. À domicile comme à l'extérieur, les Verts ont montré du caractère. Leader du groupe G avec 25 points, 8 victoires, un match nul et une seule défaite. Meilleure attaque du groupe avec 24 buts. La sélection algérienne a fait preuve d'une solidité impressionnante. Le chemin n'a pas été facile. Durant cette campagne, l'Algérie a connu un changement de sélectionneur. Djemal Belmadi a guidé les Verts lors des 2 premiers matchs, tandis que le Suisse Vladimir Petkovic a été le maestro de la qualification. Mahrez, le moteur de cette équipe, n'a pas été seul. Le Turbo Amoura a également été l'homme de la qualification. Une qualification scellée lors de la 9e journée des éliminatoires. À Oran, avec une victoire par 3-0 contre la Somalie. Doublé d'Amoura et un but de Mahrez. Les Verts ont terminé ces éliminatoires en beauté à Tizi Ouzou. Le stade Hossein Ait Ahmed est le stade de la victoire. 3 matchs joués, 3 matchs gagnés. À Tizi, on a célébré une génération dorée, tout en préparant celle qui prendra la relève, avec des joueurs comme Chergui, Belghali et Ibrahim Maza qui fait sensation. Un joueur aussi talentueux, avec une finesse technique impressionnante, un meneur de jeu au potentiel incroyable. Un public magnifique, des supporters fidèles et un sélectionneur pragmatique. Lors de cette dernière journée, on a joué contre l'Ouganda, remportant la victoire par 2-1 grâce à un doublé d'Amoura, ce qui lui permet de finir meilleur buteur des éliminatoires avec des buts. Vladimir Petkovic a mené à bien sa mission, qualifiant les Verts en Coupe du Monde après 2 éditions d'absence. Au stade, c'était la fête. Les joueurs ont célébré leur qualification avec les supporters, partageant un moment de joie. Des photos pour immortaliser l'instant, de la musique. Les Verts vont tout donner pour faire le bonheur de tout un peuple. Et sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.